Et nous revoici sur Mediax Machina, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de son. On va notamment parler de comment on mesure un son. Un son, c'est une vibration de l'air, une vibration de la pression de l'air. Vu que la pression de l'air est mesurée par un baromètre, on n'a qu'à en mettre un pour mesurer le son. Pourquoi cette idée est stupide ? En fait c'est simple, c'est uniquement parce que le baromètre n'est pas assez rapide pour mesurer une vibration du son. Une vibration qui soit audible. Depuis, on a inventé les microphones. Sans aller dans les détails parce que j'en parlerai dans une vidéo future, le micro va nous convertir une variation de pression de l'air en une variation d'une tension électrique. Si on mesure cette tension électrique, on aura quelque chose de proportionnel à la vibration de l'air. Tout ça est très intéressant, mais ça sert à quoi ? Étudier la pression acoustique, ça a tout un tas d'usages. De la protection de nos oreilles, de la mesure du bruit d'équipement, jusqu'à des questions de pollution sonore. À partir du moment où on va traiter le son électriquement, notamment pour des besoins de sonorisation ou de signal audio, cela va devenir nécessaire de mesurer ce signal électrique. On va donc avoir des voltmètres et même des wattmètres pour mesurer et contrôler ces signaux. Détecter l'absence de signal est un point important, la saturation en est un autre. C'est quoi la saturation en fait ? Même si vous avez tous un peu une idée de ce que c'est déjà, pour rappel, c'est quand un signal électrique arrive en entrée d'un autre équipement et que le niveau est tellement élevé que l'équipement suivant ne sera pas capable d'arriver à traiter le signal correctement, il exploitera le maximum de signal qu'il pourra, ce qui va engendrer une saturation du signal. Maintenant, nous allons nous concentrer sur quelques équipements électriques que vous avez déjà croisés, notamment sur leurs caractéristiques et leurs différences. Dans une précédente vidéo, je vous parlais des décibels. J'avais notamment évoqué avec vous qu'il est beaucoup plus pratique de travailler avec des échelles de décibels avec une valeur de référence. Cette valeur de référence va servir à déterminer ce qu'on appelle la valeur d'alignement. Les gens qui ont pensé ces systèmes ont décidé qu'une position particulière de mesure correspond à une valeur qui est considérée comme étant la valeur nominale, ni trop forte, ni pas assez forte, un genre de milieu dans la mesure. Pour rappel, pour mesurer quelque chose, il faut une méthode qui va définir ce que l'on mesure. Et un étalonnage de cette méthode pour être sûr que des mesures avec deux équipements différents donnent bien la même valeur. Je vais pas vous saouler avec les valeurs d'alignement, c'est on ne peut plus inintéressant, et vous avez Wikipédia pour ça. Alors autour de cette valeur d'alignement, on va voir plusieurs paramètres. Déjà le signal mesuré, oui, qu'est-ce qu'on mesure au final ? On va voir la balistique, en fait la mesure est représentée par une aiguille ou un indicateur visuel. Vu que le son il monte et il descend très rapidement, on n'aurait pas vraiment le temps de voir avec nos yeux des valeurs. Alors chaque équipement de mesure va mettre un certain temps pour lequel l'aiguille ou l'affichage va mettre pour passer de rien du tout à la valeur d'alignement et le temps qu'elle va passer de la valeur d'alignement à rien du tout, dans le cas où on coupe le son. On appelle ça un temps de montée et un temps de descente. Qui dit montée et descente, qui dit avoir une plage de mesure dans laquelle on peut afficher ces valeurs. On va donc déterminer la valeur minimale de ce que l'on affichera et forcément la valeur maximale de ce que l'on pourra afficher sur l'écran de mesure. Autour de la valeur d'alignement bien sûr. Et enfin, pour faciliter la mesure et ressentir plus facilement les niveaux mesurés, on peut rajouter des zones de travail avec différentes couleurs. Genre vert quand c'est juste fort, orange quand c'est bien, et rouge quand c'est vraiment trop fort. Déjà, on va commencer par le plus vieux, 1939, et le plus connu, le vumètre. VU, ça veut dire volt unit, soit un genre de pourcentage par rapport à une valeur de référence. Il mesure une variation de tension, en volt RMS. Sa valeur de référence est définie de telle sorte que 0 VU est égal à plus 4 dBU, soit 1,228 volts RMS, soit une puissance de 2,5 mW sous une charge de 60 ohms à 1000 Hz. Je vous interdis de connaître ça par cœur. Il a un temps de montée et de descente de 300 millisecondes. C'est plutôt lent. Des sons secs et très courts déplaceront à peine l'aiguille. Sa plage de travail est entre -20 et +3. Il y a deux zones, une en noir ou de la couleur par défaut pour les niveaux de signaux inférieurs à 0 et une en rouge pour les niveaux supérieurs à 0. Dans l'idée, il faut que l'aiguille se balade entre -20 et +3 et ne tape pas plus loin que +3 et ne reste pas bloquée à -20. Dans les faits aujourd'hui on utilise encore le vumètre, mais le plus souvent couplé à un crête-mètre que l'on va voir par la suite. L'affichage à aiguille devient rare, on utilise souvent des bandeaux de LED ou bien sûr une version numérique qui l'émule. Le monde de la radio avait besoin d'un équipement de mesure plus précis pour donner une indication sur la dynamique audio qu'il pouvait utiliser pour émettre. Et c'est comme ça que l'Allemagne, la Scandinavie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud et d'autres pays ont encore cherché, inventé et perfectionné un équipement qu'on appelle un picmètre, ou ppm en anglais, ou crête-mètre en français. Le principe est assez simple. Le fonctionnement est un petit peu plus complexe. Le temps de montée du picmètre est extrêmement court, de l'ordre de quelques millisecondes pour les variantes analogiques. Le temps de descente lui peut être très long, jusqu'à plusieurs secondes. Cela le rend très sensible au niveau élevé. Il monte instantanément à la moindre impulsion dans le signal et laisse le temps de se rendre compte si le signal redescend lentement ou s'il reste à un niveau élevé. Le jeu pour les radios étant d'avoir le son le plus fort possible avant de dépasser la limite autorisée indiquée par le picmètre. J'en reparlerai un jour. Pour reprendre notre petite fiche, il mesure aussi une tension électrique. Son niveau de référence, sa plage de travail et ses zones acceptables dépendent totalement des variantes.
Ils sont tous plus ou moins gradués en une valeur de décibels, mais autour de quoi? Pour ça, il faut regarder la documentation et les normes suivies, il y en a plein. On arrive maintenant dans le monde numérique, et nous avons un problème. Comme il s'agit de mesurer un son et de le transformer en nombre, si le son est tellement fort qu'il a dépassé la valeur maximale, pour indiquer sa valeur, on met quoi? On peut mettre la valeur maximale ou la valeur minimale, ça s'appelle une saturation. Contrairement à la saturation analogique, la saturation numérique est sans pitié. Tout ce qui dépasse se fait défoncer. Pour surveiller ça, il va falloir utiliser un picmètre numérique. Celui-là, vous le connaissez bien. Vous allez notamment le retrouver dans tous vos logiciels de montage. Lui, il mesure donc des niveaux d'échantillons audio ramenés en décibels. 0 décibel étant la valeur maximale, et moins tout ce que vous voulez sur la valeur minimale. L'échelle pour le coup est souvent réglable. Généralement on considère qu'à moins 60 il n'y a plus grand chose et qu'en dessous de moins 90 c'est le néant quasi absolu. Son niveau de référence c'est généralement et quasiment exclusivement moins 18 décibels. Certains équipements le règlent à moins 20 et d'autres grand public à moins 12. D'ailleurs on va parler de décibels full scale, DBFS, autrement dit d'une valeur de décibels de l'échelle complète des valeurs que l'on peut mesurer. Le temps de montée est normalement égal à un échantillon et le temps de descente est autour de quelques secondes. Quant aux zones de couleur, elles dépendent totalement de l'utilisateur ou de la personne qui le met en place dans le logiciel. On considère généralement qu'autour de moins 9 on est dans un niveau normal et au-dessus de moins 3 on prend vraiment des risques et on a droit à la zone rouge. Mais après, dans pas mal de logiciels, ce genre de choses est configurable. N'oubliez pas que comme le temps de montée est extrêmement rapide, cet équipement ne mesure que des valeurs maximales. Il est difficile de se faire une idée d'un niveau sonore précis avec un crête-mètre, enfin pas sans écouter à côté. Autrement dit, il s'agit plus d'un équipement utilitaire que d'un équipement pour faciliter la création. C'est pour ça qu'il existe des variantes, ou des mélanges vue-mètre, crête-mètre numérique. On va simuler informatiquement la balistique d'un vue-mètre et la mélanger avec la balistique d'un crête-mètre numérique et faire quelque chose qui permet d'avoir une idée un petit peu plus fiable de ce qu'on a comme signal perçu. Bien sûr, l'échelle, la zone de travail et la valeur d'alignement sera la même pour les deux. Ah, et puis vous avez peut-être déjà vu certains crête-mètres avec un deuxième indicateur, souvent représenté sur une petite barre. En fait, il s'agit d'un deuxième crête-mètre avec la même balistique de montée, mais avec une balistique de descente encore plus lente. Maintenant, il existe beaucoup d'autres appareils pour mesurer l'audio. Je vous ai montré les plus simples ici. Les autres, on prendra un peu plus de temps pour les regarder dans d'autres vidéos. Quel autre équipement? Eh bien, nous avons des mesures de loudness, autrement dit de la perception de l'énergie d'un signal. Nous avons aussi les affichages de phases relatives en stéréo sur un graphique de Lisa Juice. Je l'aime bien celui-là, il est sympa. Nous avons bien sûr la corrélation de phase, les formes d'ondes et le calcul du spectre audio. Tant de merveilleux sujets que nous aborderons sur cette chaîne. D'ici là, attention à ce que l'on mesure pour éviter de mauvaises interprétations. Bon, vous l'avez compris, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a changé les idées et que vous avez appris 2-3 trucs. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, et avant de se quitter, abonnez-vous, partagez, commentez cette vidéo et likez-la. A très vite sur Media Ex Machina.